Bonjour, aujourd'hui je vous présente un article sur l'importance de l'alliance thérapeutique en kinésithérapie et son influence sur la prise en soin des patients souffrant de douleurs chroniques musculo-squelettiques. Dans ce journal club, je vais commencer par vous résumer l'article et à la fin de la vidéo, je vous proposerai mes astuces pratiques et concrètes pour utiliser les résultats de l'article pour améliorer la qualité de votre alliance thérapeutique avec vos patients. Commençons par la présentation de l'article. Il s'agit d'une revue systématique publiée par Meredith Kinney et collaborateurs en 2018 dans le journal Physiothérapie, Theory and Practice. Cette revue systématique s'intéresse donc à l'impact de l'alliance thérapeutique en kinésithérapie dans la prise en soin des douleurs musculo-squelettiques. Après un rappel de l'impact économique monumental des douleurs musculo-squelettiques sur la société, et une alerte sur le fait que comme la population est vieillissante, cet impact va s'amplifier de manière considérable dans les années à venir, les auteurs mettent en avant la problématique de l'utilisation des opioïdes aux États-Unis, avec des situations d'abus, de dépendance et même des décès par overdose. Dans le but de réduire notamment l'utilisation d'opioïdes, les recommandations de prise en soin supportent fortement l'utilisation des exercices et des thérapies cognitivo-comportementales pour la douleur chronique musculo-squelettique. Le rôle des kinésithérapeutes est donc considéré comme très important grâce à leur capacité à adopter une approche biopsychosociale pour travailler à la fois les aspects psychologiques et cognitifs des patients souffrant de douleurs chroniques et pour les accompagner vers une exposition progressive au mouvement et à l'exercice physique. Les auteurs de l'article s'appuient sur une définition de l'alliance thérapeutique proposée par Horvath et Luborsky. Selon ces derniers, l'alliance thérapeutique consiste à créer une relation entre le patient et son soignant, permettant d'améliorer la motivation du patient et son implication dans le plan de prise en soin. Puis, les auteurs rappellent que, d'après les données de la littérature, une alliance thérapeutique de qualité permet également d'améliorer l'impact psychologique de la douleur. Ces différents bénéfices justifient le travail engagé pour produire cet article. Les trois objectifs rapportés par les auteurs pour ce travail de recherche sont évaluer l'impact de l'alliance thérapeutique dans les prises en soins de kinésithérapie pour la douleur chronique musculo-squelettique, identifier les éléments qui influencent la force de l'alliance thérapeutique, affiner la définition de l'alliance thérapeutique. L'hypothèse de départ des auteurs était qu'une alliance thérapeutique de qualité est associée à de meilleurs résultats de prise en soin concernant la douleur et aussi que leur recherche allait faire émerger les facteurs courants qui conditionnent l'alliance thérapeutique. Le protocole de cette revue systématique a été préalablement enregistré dans Prospero et les auteurs ont suivi les recommandations Prisma. Ce sont deux éléments rassurants sur la qualité de cette étude. Les articles à inclure dans cette revue systématique ont été recherchés dans des bases de données PubMed, CINAHL et Embase en respectant les critères d'inclusion suivants. Une population étudiée de sujets adultes souffrant d'une douleur musculo-squelettique depuis plus de 3 mois. Des interventions évaluant la manipulation de la variable alliance thérapeutique, de la relation patient-professionnel, de la relation d'aide ou de l'alliance de travail. Une intervention en kinésithérapie visant à améliorer la douleur. Les designs d'études suivants: essais contrôlés randomisés, études de cohorte, études observationnelles, série de cas, études à modèle mixte. Et comme dernier critère, une évaluation des résultats de l'intervention sur la douleur et l'alliance thérapeutique. Les études de cas n'ont pas été retenues, tout comme les études incluant des patients mineurs, des patients souffrant de cancer, ou bien des études dans lesquelles l'intervention n'était pas délivrée par des kinésithérapeutes. La sélection des articles a été réalisée de manière indépendante par 2 chercheurs différents. Et il est intéressant de noter que cette étape n'a pas été facile, avec un taux de désaccord relativement élevé initialement entre les 2 chercheurs. Une discussion a eu lieu pour résoudre les désaccords, et un troisième auteur a procédé à la lecture des articles qui posaient toujours question, pour permettre de finaliser ce processus de sélection.
L'évaluation du niveau de risque pour chaque étude a suivi un processus identique avec une évaluation indépendante par 2 chercheurs et la consultation d'un 3e chercheur en cas de désaccord. D'après l'outil Amstar, qui est un des outils les plus utilisés pour évaluer la qualité méthodologique d'une revue systématique, les 8 critères de cet outil, qui concernent les revues systématiques qui ne contiennent pas de méta-analyse, sont satisfaits dans cette étude. Pour résumer, la qualité méthodologique de cette revue systématique est suffisamment rigoureuse pour accorder un réel intérêt aux résultats publiés dans l'article. Passons donc aux résultats de cette étude en reprenant tour à tour les 3 objectifs des auteurs. Premier sujet, l'efficacité de l'alliance thérapeutique sur la prise en soin des douleurs chroniques musculo-squelettiques. Les auteurs ont sélectionné 3 études offrant des données sur l'impact de l'alliance thérapeutique sur le niveau de douleur. Les résultats de ces 3 études suggèrent qu'une alliance thérapeutique forte favorise la diminution de la douleur. Le deuxième objectif concerne les facteurs qui influencent la qualité de l'alliance thérapeutique. Les auteurs ont identifié 4 études apportant des éléments de réponse à cette question. 2 facteurs ont été retrouvés par plusieurs études. La construction d'une relation de confiance et la conception d'un plan de traitement qui prenait en compte les valeurs du patient et les barrières liées à son contexte individuel. Les autres facteurs identifiés comme susceptibles d'améliorer la qualité de l'alliance thérapeutique sont adopter une communication ouverte, faire en sorte que le patient sente que le thérapeute tient compte de ses intérêts à lui, ceux du patient, faire ressentir au patient du soutien de la part du thérapeute, affirmer le besoin d'une participation active de la part du patient, travailler sur un plan de traitement que le patient pourra suivre, prendre en compte le patient en tant que personne dans son ensemble, avoir affaire à un soignant qui est plus qu'un professionnel, parvenir à régler les difficultés qui peuvent émerger dans la relation patient-soignant. Voici une belle liste de facteurs qui peuvent nous aider à optimiser la qualité de notre alliance thérapeutique avec nos patients douloureux chroniques. Je reprendrai ces facteurs un par un dans la section suivante de cette vidéo, pour vous partager des astuces que j'utilise dans ma pratique clinique. Pour poursuivre sur la description des résultats de notre article, nous pouvons noter qu'une des 4 études a décrit des facteurs défavorables à l'alliance thérapeutique. La qualité de l'alliance thérapeutique rapportée par les patients était en effet moins bonne dans des situations où les scores liés à l'expression de colère et d'hostilité étaient plus forts, ce qui peut sembler évident. La qualité de l'alliance thérapeutique rapportée par les soignants était également influencée par ce facteur, mais aussi par les scores de dépression des patients. Cette relation n'a pas été retrouvée avec le niveau d'alliance thérapeutique rapporté par les patients. Autrement dit, les thérapeutes estiment l'alliance thérapeutique moins bonne lorsque le moral de leurs patients est bas, alors que ce n'est pas la perception des patients. Et, observation intéressante, il n'existe pas une bonne corrélation entre le niveau d'alliance thérapeutique perçu par les patients et par leurs thérapeutes respectifs, ce qui traduit probablement un décalage entre ce qui est important pour les patients et ce qui est important pour les thérapeutes. Pour finir sur cette section résultats, et pour répondre au 3e objectif des auteurs, voyons leurs conclusions à propos des définitions opérationnelles proposées pour l'alliance thérapeutique. La moitié des études se sont basées sur la proposition de Bordin, selon qui les 3 éléments clés sont un accord sur les tâches à mettre en œuvre, un accord sur les objectifs, et un lien affectif ou un regard positif mutuel de l'un vers l'autre. Les autres études ont développé leur propre définition opérationnelle, et Wilson et collaborateurs ont résumé les critères d'une alliance thérapeutique efficace comme étant dépendants du thérapeute et de sa capacité à manifester son empathie, à ne pas juger ses patients, à leur offrir un regard positif et aussi à établir des objectifs de manière collaborative. Voici pour la section résultats de l'article. Passons maintenant à ce que je retiens de cette revue systématique pour ma pratique clinique. D'après cette revue systématique, la qualité de l'alliance thérapeutique influence clairement les résultats d'une prise en soin en kinésithérapie centrée sur la douleur chronique musculo-squelettique. Il me semble donc important de prendre en compte cette dimension dans ma pratique clinique. Pour m'aider, je vais pouvoir m'appuyer sur les facteurs qui influencent la qualité de l'alliance thérapeutique qui ont été retrouvés dans cette étude. Je vais vous les lister à nouveau
et vous partager des stratégies concrètes que j'essaye d'utiliser le plus régulièrement possible dans ma pratique. Le premier facteur consiste à favoriser une communication ouverte. Selon moi, une communication ouverte implique à la fois l'utilisation d'outils de communication comme les questions ouvertes ou les reformulations, que nous appelons des reflets en entretien motivationnel, mais une communication ouverte implique aussi de permettre aux patients de ne pas ressentir de jugement de notre part. Je ne m'étendrai pas sur le concept de non-jugement dans cette vidéo. Si vous intéresse, je vous invite à lire l'excellent blog d'Antoine Dequenrinck, publié sur le site de l'agence EBP. Je vous mets en lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez accéder à l'article. Ici, j'ai choisi de vous parler des questions comme outils de communication. Les questions sont souvent divisées en deux grandes catégories, les questions ouvertes et les questions fermées. Pour favoriser une communication ouverte, je veille à utiliser des questions ouvertes, car elles permettent de ne pas restreindre le contenu de la consultation au sujet qui m'intéresse moi, le kiné. Poser des questions très ouvertes aux patients me permet d'intégrer des sujets qui ne sont pas directement en lien avec mon raisonnement diagnostique. Ces questions me permettent d'aborder d'autres sujets qui comptent pour le patient. Bien entendu, des questions ouvertes peuvent aussi m'aider à récupérer des informations utiles à mon raisonnement clinique. Et nous savons également que des questions fermées offrent parfois des réponses plus précises et qu'elles peuvent être recommandées pour identifier certains syndromes précis, comme par exemple identifier des symptômes liés au syndrome de la queue de cheval. J'ai déjà abordé l'importance de poser des questions fermées dans l'épisode numéro 16 de l'Evidence-Based Video Podcast avec Aurore Mombriani. Je vous mets également un lien vers cet épisode en description de la vidéo si ce sujet vous intéresse. Malgré l'intérêt des questions fermées, dans certaines situations, si notre objectif est d'adopter une approche biopsychosociale, comme le suggère un autre facteur favorable à l'avance thérapeutique issu de l'article, à savoir prendre en compte le patient en tant que personne dans son ensemble avec une approche respectant les principes du paradigme biopsychosocial, alors il me paraît important d'intégrer les dimensions psychologiques et sociales à mon raisonnement clinique. Et pour connaître le contexte du patient et les inquiétudes qui lui sont propres, des questions très ouvertes me seront bien utiles. Par exemple, j'aime bien demander à mes patients quelles sont les questions que vous posez en arrivant en consultation aujourd'hui. Les réponses donnent souvent des informations pertinentes sur les inquiétudes des patients et aident aussi à manifester mon empathie et à valider leur vécu et leur compréhension actuelle de leur situation, ce qui sera favorable à l'alliance thérapeutique. La réponse à cette question m'aide aussi à connaître les sujets pour lesquels un patient aura besoin de réassurance cognitive. Une autre question que j'aime poser plus en lien avec le soutien social sera par exemple: comment vous sentez-vous soutenu par votre entourage par rapport à ce que vous vivez en ce moment? Passons au deuxième facteur, qui est faire en sorte que le patient sente que nous prenons en compte ses intérêts à lui. Pour m'aider à identifier ce qui est important pour la personne en face de moi, je peux à nouveau m'appuyer sur des questions ouvertes dans le but d'identifier des objectifs de prise en soin spécifiques à chaque patient, à chaque individu. Voici une question que j'aime poser. Quelles sont les choses importantes dans votre vie que votre douleur ou votre problème actuel vous empêche de faire en ce moment? Pour atteindre cet objectif de faire ressentir au patient que je prends en compte ce qui est important pour lui, je mise sur la notion d'altruisme, qui en résumé, consiste à faire passer les besoins du patient avant les miens. Cette posture altruiste peut également se manifester en offrant la possibilité à mes patients de me contacter par mail en cas de difficulté rencontrée entre les séances. Je montre alors à la personne que je suis prêt à dépenser du temps pour l'aider. Je tiens à souligner que si cette démarche ne respecte pas vos valeurs, il est parfaitement compréhensible que vous ne souhaitiez pas répondre à des mails en supplément de vos temps de consultation. D'autant plus que ce temps n'est pas rémunéré. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que les stratégies que je vous partage ici sont celles avec lesquelles je me sens à l'aise. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vous correspondront obligatoirement. Nous rappelons souvent qu'il est important de s'adapter aux valeurs et aux préférences de nos patients. Je pense qu'il est important également de respecter nos valeurs et nos préférences en tant que soignants.
Si une stratégie ne nous convient vraiment pas, même si elle a été identifiée comme efficace dans la littérature, pour moi, il peut être contre-productif de s'obliger à l'utiliser. Après, comme pour une recette de cuisine, comment savoir si elle ne nous convient pas sans avoir goûté? Voici ma démarche face à une nouvelle recette que je découvre pour ma pratique clinique. La première étape, c'est de déterminer si elle me semble goûtable. En effet, parfois un plat peut vous rebuter à un point qu'il vous sera impossible de le goûter. Alors soit je laisse cette stratégie de côté, soit je trouve une manière de la modifier suffisamment pour l'essayer au moins une fois. Si jamais j'hésite, le mieux pour moi consiste à le goûter. Tant que je n'ai pas goûté une nouvelle recette, je ne peux pas être certain de savoir si elle me plaît ou pas. Si je m'arrête à certains de mes préjugés basés sur son apparence, je pourrais passer à côté d'un plat délicieux. Une fois que je l'ai goûté, soit elle me plaît telle qu'elle est, et je n'hésiterai pas à en remanger, soit je vais avoir envie de l'assaisonner différemment la prochaine fois. C'est la même chose avec une stratégie de soin. Je peux même l'assaisonner en direct pour poursuivre son utilisation avec un patient en fonction de mon vécu du moment. Car oui, même si je considère qu'il est nécessaire que la recette me plaise, je ne dois pas oublier que le patient la partage avec moi. Et donc, je dois rester attentif à ses réactions et savoir l'adapter ou l'abandonner en fonction de lui également. Si ma recette du jour ne lui convient pas, l'alliance thérapeutique sera sans doute affectée, et s'il s'agit d'un exercice que je lui ai proposé de faire chez lui, il y a très peu de chances pour qu'il choisisse de le refaire. Mais je m'arrête là pour cette métaphore. Passons au facteur suivant, qui est aider le patient à ressentir notre soutien. Pour cela, je peux exprimer à mes patients l'affirmation suivante. J'ai vraiment envie de vous aider à améliorer votre situation. Et dans une situation où un patient me décrit l'impact négatif de ses symptômes sur sa vie, j'aime manifester mon empathie et poursuivre avec cette formule. Merci de me confier tout ça. J'imagine que cela doit vraiment être difficile à vivre pour vous en ce moment. J'ai vraiment envie de vous aider à améliorer cette situation et je vais faire de mon mieux pour trouver comment vous aider. Concernant le facteur suivant, qui est affirmer au patient le besoin d'une participation active de sa part dans la prise en soin et dans les prises de décision. J'utilise le concept de prise de décision partagée. Je vous ajoute un lien en description de cette vidéo vers un article de blog que j'avais rédigé qui propose des stratégies concrètes que j'utilise pour ma pratique pour appliquer ce concept avec mes patients. Pour amener le sujet en consultation, je peux parfois utiliser la formule suivante. Comme c'est de votre vie qu'il s'agit, je vous propose de décider ensemble des meilleures techniques de traitement pour vous, car chaque personne est différente. Parfois, pour signifier mon engagement au patient, exprimer ma volonté de l'aider, je peux aussi ajouter « Je suis prêt à faire de mon mieux pour vous aider et j'aurai besoin de vous pour que notre travail soit le plus efficace possible. » Le facteur suivant consiste à travailler sur un plan de traitement que le patient pourra suivre. Un plan adapté à son contexte singulier. L'une des approches que j'aime utiliser découle de l'étape de planification de l'entretien motivationnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes étapes qui composent un entretien motivationnel, Charles Laggert a rédigé un blog à ce sujet. Je vous mets également le lien vers ce blog en description de la vidéo. Un des principes proposés par l'entretien motivationnel est de nous appuyer sur la réflexion du patient en priorité, avant de tenter de lui proposer nos solutions ou nos idées. Le risque de proposer nos idées directement au patient est qu'il nous réponde avec un oui mais, suivi des différentes raisons qui font qu'il ne pourra pas utiliser notre solution. En général, c'est assez frustrant à recevoir, et si nous insistons avec d'autres solutions et que le patient continue de les rejeter, nous pouvons alors facilement ressentir de l'agacement monter en nous, et il semble alors évident que l'alliance thérapeutique se dégrade. Au lieu de dire au patient comment et quand il doit faire ses exercices à la maison, par exemple, j'aime bien simplement lui demander à quel moment ce serait le plus pratique pour vous de reproduire cet exercice lorsque vous êtes chez vous. Le patient va alors me répondre ce qui est possible au lieu de se focaliser sur ce qui n'est pas possible. Concernant le facteur suivant, qui est jouer le rôle d'un soignant qui n'est pas qu'un professionnel, je dois vous avouer que j'ai dû aller consulter l'article original identifié par la revue systématique pour m'assurer de ne pas distordre le sens de ce thème.
Cet article original est une étude qualitative qui a exploré l'expérience des patients à propos de leur prise en soin. Et ce qui ressort sur le thème d'avoir affaire à un soignant qui est plus qu'un professionnel, c'est à la fois avoir des occasions d'aborder des sujets qui ne sont pas forcément en lien avec le problème du patient, que la discussion puisse par moments ressembler à un échange entre deux personnes, et pas seulement entre un patient et un soignant. C'est aussi d'éviter de tomber dans le piège de l'interrogatoire, avec un soignant qui se contente de poser une série de questions avec un patient qui ne fait que répondre aux questions, et encore d'avoir affaire à un thérapeute qui se présente comme quelqu'un de faillible et de vulnérable, et non pas à un expert qui aura toujours raison et qui trouvera toujours la solution. Je trouve tous ces points très intéressants. Ils m'évoquent des notions décrites en entretien motivationnel qui s'appellent le piège de l'interrogatoire et le piège de l'expert. Le piège de l'interrogatoire consiste à poser une série de questions qui restreignent le champ des sujets abordés pendant la consultation. Comme je l'évoquais précédemment dans cette vidéo, lorsque je vous ai parlé des questions fermées. Et le piège de l'expert consiste à créer une attente chez le patient qui pense que s'il répond correctement à toutes les questions posées par le thérapeute va forcément trouver la solution à son problème. En effet, en enchaînant les questions, le thérapeute crée cette attente chez le patient et se crée lui-même ce challenge. Malheureusement, nous savons bien que dans les prises en soins des patients souffrant de douleurs chroniques, ce n'est pas toujours aussi simple. Tout ceci ne signifie pas qu'il ne faut pas poser des questions à nos patients. Bien évidemment, nous avons besoin de connaître des réponses à certaines questions. Mais nous pouvons réfléchir à comment rester vigilants pour ne pas tomber dans le piège de l'expert. D'autant plus lorsque nous ne sommes pas certains de trouver la solution rapidement avec un patient. L'autre élément que ce facteur m'évoque, c'est le fait d'avoir des discussions qui ne sont pas directement en lien avec la situation clinique du patient. Personnellement, ma tendance automatique est d'éviter les sujets qui ne me semblent pas liés à la problématique clinique. D'un côté, une chose qui m'aide dans ma démarche de proposer une prise en soin biopsychosociale à mes patients, c'est que je trouve souvent des liens entre les sujets abordés par mes patients et leurs problématiques cliniques. En faisant ça, j'ai lu donc très peu de sujets. Mais d'un autre côté, je me suis surpris à poursuivre une discussion récemment avec un patient sur la cueillette des champignons. J'ai d'ailleurs publié un blog récemment à ce sujet. Initialement, c'était une activité importante pour mon patient à reprendre, car c'est quelque chose qu'il aime et qu'il partage avec un ami. Nous étions donc bien en train de parler d'un objectif pertinent pour lui. Mais la discussion a dérivé, en quelque sorte, quand j'ai commencé à lui demander des conseils sur ce sujet. Comme je commençais à m'intéresser à la cueillette des champignons, j'ai voulu qu'il me partage son expérience. J'ai été surpris de sortir de mon rôle de thérapeute. C'est très inhabituel pour moi. Mais après réflexion et vérification avec le patient lors de la séance suivante, il était ravi de pouvoir m'aider lui aussi en retour. Nous avons eu une conversation qui ressemblait plus à un échange entre deux êtres humains qu'entre un patient et son thérapeute. Finalement, je ne serais pas surpris que ce temps ait été favorable à la qualité de notre alliance thérapeutique. Terminons avec le dernier facteur issu de l'article, qui est parvenir à régler les difficultés qui peuvent émerger dans la relation patient-soignant. En entretien motivationnel, à nouveau, nous prenons en compte ce concept qui est le concept de dissonance. C'est l'opposé de l'alliance thérapeutique. Cette notion n'a rien à voir avec la notion de dissonance cognitive. D'ailleurs, Antoine de Coninck a aussi rédigé un blog sur la dissonance cognitive. Décidément, l'équipe des formateurs en entretien motivationnel de l'agence EBP est productive en blog. Ici, la dissonance est le mot utilisé pour décrire un problème dans la relation entre le patient et le soignant. C'est l'antonyme de l'alliance thérapeutique. Quand la dissonance augmente, l'alliance diminue, et vice-versa. En entretien motivationnel, nous apprenons à repérer la dissonance dans l'échange avec nos patients et à la faire redescendre en redonnant de l'élan à l'alliance thérapeutique. Par exemple, si je repère que mon patient s'agace à la fois dans ses mots, mais aussi dans son comportement non verbal, je peux lui proposer un reflet de son comportement et lui exprimer ma volonté de l'aider avec cette formule par exemple. Je sens que ce que je viens de vous dire vous agace. Ce n'est vraiment pas mon objectif.
Je souhaite tout faire pour vous aider à aller mieux. Je peux ensuite m'appuyer sur les idées du patient pour savoir comment repartir de l'avant avec une question comme « Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous prouver ma volonté de vous aider ?» Voilà pour ce dernier facteur susceptible d'influencer la qualité de l'alliance thérapeutique avec nos patients souffrant de douleurs chroniques musculo-squelettiques. J'espère que les pistes que je vous ai partagées pourront vous être utiles. J'aurais pu vous en dire bien plus, mais la vidéo aurait été interminable. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous former pour optimiser la qualité de votre alliance thérapeutique, je vous invite à vous intéresser aux formations que je propose avec l'agence EBP. Comme vous l'avez compris, l'entretien motivationnel pourra vous aider avec un cursus de formation complet qui vous permettra de comprendre plus en profondeur ce concept et de maîtriser les outils clés pour votre pratique. La formation à la pratique clinique réflexive, quant à elle, vous permettra de mieux analyser vos expériences cliniques et de vraiment progresser dans l'utilisation des stratégies que vous avez apprises. Vous pourrez mieux les assaisonner à votre goût et ajuster cet assaisonnement au goût de chacun de vos patients. Et dans ma formation en ligne « Motiver ses patients à faire vos exercices à la maison », je vous propose toutes mes astuces pour améliorer l'observance de vos patients et ainsi l'efficacité de vos prises en soins. Un gros merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager vos questionnements ou vos remarques en commentaire. Dites-moi également si des sujets particuliers vous intéressent pour me guider dans le choix des sujets que j'aborde dans ce journal club. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vos patients et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.